Bonjour à tous et bienvenue pour cet après-midi, enfin ce début d'après-midi dédié, vous le voyez, à la création de contenu, machine à générer des conversations et des conversions. Je serai accompagné d'Anne-Sophie, Michael et Sophie que vous allez pouvoir écouter dans une minute pour partager leur expérience de ce sujet qui est assez passionnant. Je vois que certains sont très habitués du chat, nous font un petit coucou. N'hésitez pas à utiliser à fond le chat. On a commencé Feu de camp ce matin. Il y a eu 3 webinaires ce matin. Le chat était en feu, c'est le cas de le dire, et avec beaucoup de questions, beaucoup de remarques, beaucoup d'interactions. Et ce qu'on se disait, c'est que vous avez la possibilité, Muriel vient de le faire, de partager votre compte LinkedIn. Alors c'est pas, enfin c'est notre manière à nous de réseauter aujourd'hui. C'est n'hésitez pas à dire un mot sur qui vous êtes, partagez votre compte LinkedIn. Et puis on va voir ça au fur et à mesure. Ce que je vous propose, là, on est déjà, vous êtes dans les 100 premiers à vous connecter. On attend encore un petit peu de monde. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer en vous disant un mot sur Feu de camp, donc l'événement. Qui parmi vous, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat, était déjà là ce matin et a déjà assisté à des événements ce matin? Intéressant de voir, et on regardera, nous on est hyper curieux, c'est la première édition de Feu de camp, vous le voyez, 5 webinaires, on a un événement et une journée dédiée aux indépendants, c'est la première fois qu'on fait ça, on enchaîne un relais avec 5 webinaires et énormément de contenu, de valeurs qu'on vous propose aujourd'hui, donc on espère que ça va vous plaire et que ça va continuer à vous plaire cet après-midi. On est parti pour donc un sujet là de 14h à 15h, et après entre 15h et 16h vous aurez un thème, j'y reviendrai, mais sur la fidélisation et les recommandations clients. On aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Peut-être pour quelques personnes, et en l'occurrence j'ai l'impression que c'est une majorité qui ne connaissent pas nécessairement les folies web, on est des événements, enfin, on fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui finalement, c'est-à-dire qu'on organise des événements gratuits qu'on veut le plus concret possible et le plus actionnable possible, c'est-à-dire vous faire passer à l'action, vous donner des bonnes pratiques et que vous vous appropriez ces bonnes pratiques pour réussir finalement dans votre activité grâce au numérique. Et pour ça, on organise des ateliers et des sessions en ligne. Voilà, et merci au retour dans le chat qui nous disent que les événements de ce matin étaient chouettes. On nous pose souvent la question de dire mais comment vous faites pour proposer tout ce contenu gratuit? Et en fait, on le fait tout simplement parce qu'on a des partenaires, même des cofondateurs, c'est plus que des partenaires qui nous ont aidés depuis le lancement il y a maintenant quelques années. Le premier d'entre eux, c'est Réussir en .fr, qui est un programme de l'AFNIC, représenté ici par Michael. Je te laisserai dire un petit mot sur qui tu es, Michael, et puis l'AFNIC, tant qu'à faire, tu le présenteras encore mieux que moi, mais vous le voyez ici, c'est un partenaire essentiel de la transformation numérique des petites entreprises. On est hyper content de collaborer depuis de nombreuses années maintenant avec Michael et avec ses équipes. Et puis le deuxième partenaire, c'est Neo Camino, qui est une boîte lyonnaise, qui était une petite TPE, qui est maintenant une PME finalement qui grossit petit à petit, et vous voyez que leur mission, on la partage en réalité avec Réussir en .fr et avec les Folies Web, c'est vous faire réussir durablement sur le web. Et vous voyez qu'il y a différentes offres qu'ils proposent. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler sur certaines sessions notamment. Peut-être pour vous dire, ce qu'on peut faire, c'est peut-être vous laisser la parole en vraiment 10 secondes, 15 secondes, et on va vous entendre plus largement. Mais qui êtes-vous, Anne-Sophie, peut-être en commençant par toi? Bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne-Sophie. J'ai une société qui s'appelle Ma Jolie Food. Donc c'est-à-dire que je crée du contenu. Donc je suis styliste et photographe culinaire. Donc je crée des recettes, je crée des mises en scène que je vais ensuite photographier ou à partir desquelles je vais réaliser des vidéos. J'ai aussi un blog de cuisine qui s'appelle Ma Jolie Food pour lequel je crée énormément de contenu. Et j'ai aussi sorti un carnet de recettes, donc un support plus papier, voilà, avec des fiches détachables, donc toujours dans l'univers culinaire. Super, on va avoir l'occasion d'en parler. Ouais. Sophie, je te laisse enchaîner et nous dire qui tu es. Oui, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver ici sur cet événement. Alors moi, je suis Sophie Touraisan. Je suis
Je suis formatrice paye. Sur mon site web, c'est sophiepaye.fr. Et mon site a été créé en 2018 et aujourd'hui, il y a plus d'1 million il enregistre plus d'1 million de vues. Donc voilà comment ça fonctionne. Au début, c'est un petit blog et puis finalement, ça grandit. Donc on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais voilà. Je suis solide, 1 million de vues. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir 1 million de vues sur son blog. Et puis, Michael, pour finir. Ouais, salut à tous. Donc, moi, c'est Michael Vigreux. Je travaille pour l'AFNIC, l'association qui gère les noms de domaine en .fr. On a créé en 2014 un dispositif qui s'appelle Réussir en .fr pour aider les TPE, PME, les indépendants à réussir avec le web. Et donc, 1 ou 2 ans plus tard, on a créé avec Néo Camino les Folies Web. Et je suis ravi d'être avec vous depuis maintenant bientôt 10 ans. On va bientôt pouvoir fêter nos 10 ans. Et vous pouvez également me retrouver dans une émission de télé qui s'appelle Connecte ta boîte, où j'interviens en tant qu'expert web. Ok, super. Bienvenue à tous les trois. Avant d'attaquer, juste 2 ou 3 petites règles. Vous voyez ici, on nous pose toujours la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay, c'est hyper simple. Il faut juste cliquer sur le lien avec lequel vous êtes arrivé jusqu'à nous cet après-midi. Et puis, posez toutes vos questions. Là, pour l'instant, je vois que l'onglet questions est désespérément vide. Posez toutes vos questions et surtout, n'hésitez pas à voter pour les questions des autres parce qu'on sélectionnera à la fin. On va essayer de se garder quelques minutes pour répondre aux questions qui sont les plus posées par les participants. Donc, n'hésitez pas dans l'onglet questions, c'est en bas à droite de votre écran, à poser celle qui vous intéresse le plus. Voilà. Je vous propose sans plus attendre qu'on attaque. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les slides parce qu'on est sur un format, on n'a pas de slides. Tout à coup, on voit en grand. Waouh, ça fait peur. Et peut-être, on pensait se parler d'abord un peu de stratégie. En quoi créer du contenu, ça va vraiment aider à la conversion et à la conversation. Et peut-être, Anne-Sophie, commencer par toi pour attaquer ce webinaire. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots en quoi créer du contenu, ça t'aide, toi, à générer des conversations, des conversions, enfin du business, quoi, finalement? Alors moi, donc mon métier, en fait, c'est de créer du contenu. Donc, comme je le disais, je crée des recettes en photo, vidéo. Pour moi, en fait, créer du contenu, ça permet vraiment de montrer, en fait, mon savoir-faire. J'ai un métier qui est très visuel. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est ma page Instagram. Donc, en fait, ça me permet au lieu de raconter une histoire, visuellement, c'est très impactant. On voit, en fait, des recettes que je crée, que ce soit en format photo ou vidéo. Donc, en fait, créer ce contenu, c'est vrai qu'au tout début de mon entreprise, en 2017, donc j'ai créé énormément de recettes que j'ai partagées ensuite sur mon blog et sur ma page Instagram. Donc, tout ça, ça a été fait au début de manière totalement gracieuse. En fait, c'est vrai que de créer du contenu, ça permet d'ajouter de la valeur ajoutée en fait à son travail et de démontrer une certaine expertise. En fait, maintenant, j'ai 800 publications, j'ai plus de 200 recettes sur mon blog. Donc, ça me montre cette certaine expertise qui, derrière, va me permettre de valoriser mon travail auprès de mes futurs leads, de mes leads et futurs clients. En fait, ce contenu, donc comme je disais, il a été créé de façon gracieuse, mais dans une optique derrière, donc de créer cette vitrine et d'aller chercher des clients plus en B2B. Parce que c'est vrai qu'Instagram, on est plus sur un format B2C, donc il y a du B2C et du B2B, mais moi, je vais plus cibler du B2C. Mais avec certaines techniques, on en reparlera derrière, ça va me permettre de faire émerger mon compte et derrière d'aller cibler plus des cibles B2C. Donc voilà, créer beaucoup de contenu pour se faire remarquer auprès de cibles B2C dans un second temps. Et B2C, B2B, parler à des particuliers par rapport à parler à des professionnels. Donc toi, dans ton cas, c'est vraiment des professionnels qui vont être tes clients, quoi. Exactement, voilà. Super clair. Sophie, toi, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir répondre d'entrée de jeu à une question. Est-ce qu'un blog est toujours une bonne stratégie? Est-ce que tu peux nous raconter, toi, en l'occurrence, spoiler pour toi, la réponse est plutôt oui, mais est-ce que tu peux nous dire 2 mots de ton blog et de comment tu en es venu à faire ce blog? Oui, alors en fait, moi, le site sur la paye existe depuis 2018. En fait, à la base, c'était juste pour partager du contenu.
pour vraiment voilà, échanger sur mon domaine d'activité qui est la paye, pour pouvoir aussi suivre l'actualité de la paye qui est très changeante. Je m'adressais vraiment à un public vraiment de gestionnaires de paye, de professionnels de la paye. Et ensuite, en fait, j'ai commencé avec un emailing, tout simplement, en fait, en captant des emails et en échangeant avec ma liste, tout simplement, et à savoir de quoi elles avaient besoin, de quoi ces personnes-là avaient besoin. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, la formation en paye et surtout avoir un suivi au niveau de l'actualité en paye, c'était une problématique. Et c'est de là que, en fait, j'ai commencé à finalement monétiser le site et avoir voilà, une communauté qui me suit. Et à la base, c'était vraiment le blog qui les a fait venir et à me rencontrer, me connaître, à savoir qui je suis, pourquoi je fais ça et quel est mon intérêt. C'était vraiment les aider dans leur pratique du métier parce que voilà, je connaissais les difficultés et je savais qu'il y avait quelque chose à faire et l'entraide dans ce métier, c'est plus qu'important. Donc, c'est parti vraiment du blog. Pardon, quand tu dis monétiser mon site, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est afficher des bandeaux publicitaires? Est-ce que c'est générer des contacts? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et ben en fait, il y a eu les deux. Au départ, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que en fait, le site a rencontré vraiment un véritable succès. J'ai eu énormément de visites, de plus en plus de monde, et jusqu'à dépasser le million de vues là aujourd'hui en 2023. Donc en fait, cette visibilité-là m'a permis d'avoir des partenaires dans le domaine de la paye. Et du coup, au départ, il y avait des bandeaux publicitaires en fait avec des grands noms de la paye qui faisaient de la publicité en fait parce qu'ils avaient la chance d'avoir cette visibilité-là grâce à mon site. Et donc, il y avait cette partie-là. Et ensuite, en fait, j'ai arrêté progressivement en fait pour éviter de trop polluer finalement le site. Et puis voilà, je voulais passer un petit peu à autre chose. C'était plus la partie marketing, voilà, ça m'intéressait moins. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je me suis plutôt ciblée sur la formation parce que je suis formatrice et j'ai fait appel à une personne qui est spécialiste dans la formation pour m'aider dans le développement, en fait, à convertir ces personnes-là et voilà, monétiser vraiment. Bon, ça, on pourra en parler un peu plus tard. Ouais, et donc du coup, si je résume, ce qu'on voulait sur cette session, c'était prendre des exemples très concrets. Ce matin, on a eu notamment pas mal d'experts dans leur domaine. Là, on voulait aussi prendre des exemples hyper concrets avec des personnes qui ont mis en œuvre des choses que vous pouvez, vous, derrière votre écran, mettre en œuvre par la suite. C'était clairement notre objectif de cette session cet après-midi. Et du coup, moi, je retiens déjà deux choses, montrer plutôt que raconter. On parle beaucoup de storytelling, de raconter son histoire, etc. Mais là, il y a aussi un sujet qui est de juste dire, montrer ce que vous valez, ce que vous savez faire, et ça vaudra encore mieux que raconter une histoire. Et puis, ce sujet d'apporter de la valeur gratuite en premier pour ensuite générer des contacts. Michael, si on enchaîne, on voit que Anne-Sophie a choisi Instagram et puis un blog également et un site. Sophie, de son côté, c'était plutôt un site internet et un blog. Comment on fait pour choisir son canal de communication et de création de contenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseilles, toi, là-dessus? Je conseille de commencer par bien connaître ses clients. Souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire je vais communiquer, donc on va être dans la communication à outrance et on va s'éparpiller. On va se dire, alors, je fais du B2B, LinkedIn, puis je vais faire une page Facebook, un compte Insta et peut-être pourquoi pas un TikTok et puis un blog, et puis enfin bref, on s'éparpille. Et en fait, quand on est indépendant, qu'on est patron de cette petite boîte, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Donc, ce qui compte, je pense, c'est de trouver le bon canal. Et le bon canal, c'est tout simplement là où sont ses clients. Pour vous donner 2-3 exemples, j'ai dans mes connaissances un expert en traitement de la mérule. Je le cite très, très souvent en exemple parce que je trouve que c'est un exemple qui est formidable. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup écrire, mais par contre, il adore parler de son boulot parce que c'est sa passion. Et vous savez, la mérule, c'est ce petit champignon qui mange les charpentes des maisons. Et en fait, il a réalisé tout simplement un blog où il explique avec ses mots à lui comment reconnaître la mérule, comment savoir si ma maison est infectée, comment prévenir sa maison, comment réparer, etc., etc., etc. Et donc, avec son blog, il a trouvé un moyen d'attirer à lui
toutes les personnes qui se posent ce type de questions. Et donc, pour lui, c'est des prospects potentiels. Et d'ailleurs, les convertir en leur proposant dans la page de blog de faire un devis. Un autre exemple très simple, encore une fois sur le blog, réussirent.fr que je représente, nous avons un blog qui nous permet d'obtenir un maximum de contacts avec des entrepreneurs qui se posent plein de questions sur la présence en ligne, mais aussi sur quel statut choisir et autres. Et ça nous permet d'avoir de nourrir une base de données pour notre newsletter. Et voilà, donc en résumé, comment choisir son canal? C'est celui qu'utilisent mes clients. Ok, c'est un bon résumé. Et du coup, question pour toi toujours, Michael, est-ce que tout le monde peut créer du contenu aujourd'hui? On entend beaucoup parler, d'ailleurs c'est une des questions qui a déjà été posée, sans surprise, de l'IA, de ChatGPT. Il y a un outil magique pour les visuels qui s'appelle Canva, ou des outils plus complexes, etc. Il n'y a plus de barrière aujourd'hui à créer du contenu? Alors, s'il y a bien un truc, s'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est de vous dégager de ce syndrome de l'imposteur. Je me souviendrai toujours d'un des premiers ateliers Folie Web que j'ai suivi. Ça devait être en 2016. Et l'animateur, c'était Camille. Et il nous expliquait et j'ai gardé cette phrase en tête, parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on connaît des choses, on est expert dans son domaine. Mon expert en traitement de la mérule, c'est son métier. C'est un pro de la mérule. Et il y en a peut-être quelques-uns qui sont plus forts que lui, mais en tout cas, il va se positionner il va se mettre dans les baskets de celui qui va venir apporter des solutions. Et donc, ce que disait Camille, c'est quand vous allez créer du contenu, ce qui est important, c'est de le faire en ayant des papillons dans le ventre. Et de donner envie aux autres de vous lire, de vous regarder. C'est ça qui va créer la conversation qu'on cherche et derrière la conversion. Si vous créez du contenu qui est beau, qui est intéressant, surtout qui est vraiment intéressant, qui apporte de la valeur pour celui qui va le lire, eh bien, il va peut-être avoir envie d'acheter vos produits, mais peut-être aussi il va vouloir partager l'article de blog que vous avez rédigé parce qu'il trouve que c'est pertinent pour sa propre communauté, pour ses clients, pour ses investisseurs, pour ses partenaires, pour ses fournisseurs. Et c'est là que le cercle vertueux s'alimente. À partir du moment où on commence à créer du contenu qui est vraiment intéressant, mais ça peut être aussi, c'est pas forcément que de résoudre des problèmes. Ça peut être aussi du contenu parfois drôle, ça peut être du contenu informatif, ça peut être aussi une promotion une fois de temps en temps. Voilà. Il faut varier la quantité, la qualité. Ok, et sur le sujet des outils, quelle est ta vision des outils, sachant que pour la petite histoire et éviter des redites, on ne va pas passer les 45 minutes qui nous restent ou les 40 minutes qui nous restent sur ChatGPT, notamment parce qu'on s'en est déjà un peu parlé, mais juste pour faire un petit tour de table sur Michael et très brièvement ta vision et puis Anne-Sophie et Sophie, est-ce que vous l'utilisez dans la foulée, si ça vous va? Ouais, alors ChatGPT, oui, je pense que ça peut être je vais pas dire une béquille, mais je pense que ça peut être un guide pour rédiger peut-être plus vite. Maintenant, si je reprends ce que je viens juste de dire juste avant, écrivez avec des papillons dans le ventre. Clairement, ChatGPT, quand il rédige pour nous, il n'a pas de papillons dans le ventre. Si vous voulez avoir votre marque de fabrique, écrivez vous-même avec vos papillons dans le ventre. Si vous voulez donner vraiment envie, écrivez avec des papillons dans le ventre. ChatGPT ne remplacera jamais ça. Et puis un dernier point. Ouais, les papillons dans le ventre. Un dernier point, à chaque fois que vous écrivez à ChatGPT, vous donnez toutes ces données à une entreprise américaine. Ok. Bon. Et avec ça en tête, du coup,
Ouais, Anne-Sophie, peut-être, ouais, Ouais, non, vas-y. moi sur ce point, je suis d'accord, mais en revanche, c'est vrai que pour moi, ça peut contribuer aussi à renforcer ton syndrome de l'imposteur, où bah, tu vas cliquer et en quelques secondes, bah, on va te générer une super image, un super contenu, etc. Donc pour moi, cette intelligence artificielle qui débarque, elle est encore un peu inconnue, mais c'est vrai qu'elle peut faire peur. Moi, la façon dont je le verrais, c'est de m'en servir aussi comme allié créatif pour justement aller plus loin et proposer un contenu auprès de nos clients qui soit encore plus pertinent et un contenu qui va le satisfaire beaucoup plus. Il y a certaines agences qui font quelques propositions de contenu et qui rajoutent une proposition d'intelligence artificielle qui est d'ailleurs souvent choisie et valorisée par le client. Ça n'empêche pas que nous, on a vraiment des métiers très créatifs et qu'il y a bon, bah, des moments où on stagne un peu plus. Nous, on l'a déjà utilisé avec Majoli Food sur un client. Je vous donne juste l'exemple où on avait fait une photo d'un produit du client avec un fond assez particulier et il voulait utiliser justement ce contenu sur un format papier pour faire une publicité. Et en fait, le contenu n'était pas assez large, le format ne correspondait pas. Et donc, il fallait qu'on recrée du contenu à partir de la photo. Donc, on a utilisé un outil qui s'appelle DALL-E, qui est un outil d'intelligence artificielle spécialisé pour les photos, pour juste rajouter des bandes sur les côtés pour que ce soit le bon format. Et ça, c'était le rendu impeccable. Et le client était hyper content. Donc, à partir d'un de nos produits, d'une de nos photos, on a étendu la photo, le côté créatif pour correspondre aux attentes du client et gagner du temps aussi. Ok. Toi, Sophie, du coup? Eh bien, moi, en ce qui me concerne, ma particularité, surtout sur au niveau de la rédaction de mon contenu, c'est que je simplifie la paye. Donc, ChatGPT, il ne va pas forcément utiliser la même façon que j'ai pour expliquer un élément de paye, puisque justement, moi, au contraire, je vais enlever tout le superflu et je vais, voilà, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de simplifier la paye et que ce soit accessible et compréhensible par le plus grand nombre. Donc là, déjà, la première chose. Et par contre, ChatGPT, ça peut être hyper intéressant pour vous aider, vous donner des idées au niveau de la rédaction. C'est-à-dire que si vous avez un sujet, vous pouvez voilà, vous inspirer de ce qui va vous répondre, mais après écrire avec votre touche à vous. Et voilà. Mais après, oui, vous pouvez l'utiliser, mais pas vraiment faire du copier-coller à reprendre ce qu'il propose. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait votre personnalité dans votre blog et c'est pour cela qu'on va vous aimer ou qu'on va vous suivre. C'est vraiment parce que vous apportez votre contenu, votre valeur. Et justement, voilà, c'est pas sinon tout le monde pourrait écrire le site, tous les sites seraient identiques et ce n'est pas le cas. C'est parce que vous avez votre propre personnalité, vous avez votre façon d'expliquer ou votre bienveillance, etc., qui n'est pas la même que votre concurrent, votre voisin. Donc voilà, inspirez-vous de ChatGPT, mais voilà, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça c'est une très bonne chose, mais avec votre personnalité. C'est largement, visiblement partagé. On voit plein de likes dans le chat depuis, depuis tout à l'heure. Donc, c'est partagé. Pour ajouter un point dont on s'est parlé en préparation de ce webinaire, notamment avec Sophie, c'est de se dire, attention, ChatGPT, le contenu, c'est arrêté en 2021 et la paye, typiquement, bouge beaucoup. Il y a des revalorisations du SMIC, notamment, pour prendre un exemple. Et ça, ChatGPT ne le sait pas encore. Peut-être que ça évoluera, mais voilà. C'était juste pour refermer cette parenthèse qui est vraiment un des sujets difficiles à contourner en ce moment et qui pose plein de questions. Et c'est comme toujours des sources d'opportunités potentielles, mais aussi de réadaptation probablement. Pour en revenir sur la question de est-ce que tout le monde peut créer du contenu, est-ce qu'il y a des pièges? Là, je m'adresse plutôt à toi, Anne-Sophie, et puis Sophie ensuite. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber sur la création de contenu? Alors, la création de contenu, pour moi, demande beaucoup de temps, en fait. C'est vrai que moi, ma principale création de contenu, à la base, c'est pour mes clients. Donc, je suis rémunérée pour cette création de contenu, mais j'alimente également mon blog, donc pour ma communauté Instagram et pour le blog. Et c'est vrai que ça va me demander pas mal de temps. Donc, il y a un vrai effort qui est fourni. Et c'est un effort aussi créatif. Et en fait, qui dit créativité, dit de temps en temps manque d'inspiration, manque de motivation, d'énergie à créer, etc. Donc oui, ça pour moi, c'est un peu le risque. Après, il ne faut pas oublier que derrière, il y a une communauté, que le contenu qu'on va créer, ça va permettre de générer du coup des conversations, etc. Et ultimement des conversions. Voilà. Le risque, c'est vraiment de fournir un effort et de rien voir derrière. Mais là, après, je vous donnerai un petit tips à la fin de la façon dont je fais pour vraiment booster ce contenu.
Mais voilà, il y a des moments un peu plus down, mais il faut toujours, du coup, moi, mes techniques, c'est toujours m'inspirer, faire de la veille sans cesse et savoir où je vais, en fait, quelle va être la prochaine recette que je vais créer. Voilà, comme ça, je sais à peu près où je vais. Voilà, et toujours être en veille, regarder ce qui se fait à gauche, à droite Ouais. pour justement s'inspirer aussi et rester aussi à la page. Et Sophie, je crois que tu disais aussi pendant qu'on préparait l'atelier qu'il y avait des moments où il y avait un moment, je crois que tu avais même laissé un peu tomber, si je puis le dire comme ça, pendant quelques temps. Tu peux nous partager peut-être cette expérience-là, c'était intéressant. Oui, oui, exactement. En fait, au bout d'un moment, ben moi, comme je l'ai dit, mon site, il existe depuis 2018, donc ça fait un moment. Et en fait, au bout d'un moment, ben, on laisse tomber parce que, ben, au final, ça demande du temps et ça nous rapporte pas d'argent. En fait, a priori, écrire du contenu, c'est juste du partage. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose la question entre, ben, il faut bien que je gagne ma vie quand même. J'écris, c'est bien, mais il faut quand même que j'arrive, voilà, à que ça soit voilà, intéressant au niveau de mon activité. Et le piège, c'est vraiment de laisser tomber et il ne faut pas, parce qu'en fait, à partir du moment où on va laisser tomber, là, je parle en termes de référencement naturel, etc., ça va commencer à chuter. Et du coup, finalement, tous ces efforts qu'on a mis en place, tout ce partage, cette communauté, ces échanges qui nous font du bien, et bien finalement, ils sont de moins en moins là. Et ça, c'est le gros piège, c'est vraiment de ne plus être régulier et de laisser tomber. Donc après, on se reprend vite et hop, on repasse sur la rédaction, sur le partage, etc. Mais c'est vrai que voilà, le problème, c'est ça, c'est se poser la question à un moment donné, qu'est-ce qui est rentable et qu'est-ce qui voilà, peut me permettre finalement d'allier un peu les deux, de créer du contenu et en même temps d'avoir une activité qui puisse me permettre de gagner ma vie. Voilà, c'est ça. Ok. Top, ouais. Je pense une bonne, des bons retours que vous nous faites là. Je pense qu'on a tous eu des moments où on ne sait pas trop de quoi parler ou si ça valait encore du sens, ou des pics avec où on a beaucoup de travail parce que on a des clients en ce moment et il faut produire, etc. Et du coup, d'arriver à maîtriser ce sujet-là et à se donner du temps finalement pour la suite, en quelque sorte, pour attirer les clients d'après aussi, c'est hyper important. Je voulais qu'on change un peu de sujet et de parler maintenant de processus de création. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe pour vous, Anne-Sophie, par exemple, comment tu as commencé à nous en parler? Tu disais que tu faisais de la veille, je crois. Comment ça se passe pour toi de créer? Alors moi, le processus de création de recettes, ça va être, comme tu disais, Sébastien, d'identifier d'abord en amont quelles sont les recettes tendances, quelles sont les tendances, quelle est la saisonnalité des produits, parce que c'est important pour moi de répondre à des besoins spécifiques. Donc ensuite, je vais imaginer une recette, créer un mood board avec l'ambiance que je veux retranscrire, qui soit aussi fidèle à ma ligne éditoriale, à ma ligne édito, donc c'est-à-dire des recettes simples qui ont du goût. Et ensuite, donc, je vais créer mon mood board pour qu'en fait, le jour J, ça m'aide à aller plus vite aussi dans ma création parce que moi, j'ai la recette à créer et après, il faut que je la stylise et qu'après, je prenne la photo, la vidéo, etc. Donc, le jour J, pour être efficace, donc, je prépare quelles vont être les recettes que je vais shooter. J'en fais en général 2, 3 dans une journée de création pour optimiser le temps. Donc, je vais préparer Okay. mon mood board en fonction de si c'est une photo, vidéo, un GIF, un format Mood différent. board, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est quoi un mood board du coup? Donc, un mood board, c'est une page avec plein d'images qui vont refléter en fait ce à quoi je veux aboutir avec ma photo Ok. ou ma vidéo. Donc, c'est des Ok. images d'inspiration. Voilà. Et après, donc, je vais shooter mes recettes, retoucher, etc. Puis après, les partager du coup avec ma communauté. Mais c'est vrai que j'essaye quand même de produire plusieurs recettes le jour J pour ensuite les diffuser dans les semaines qui viennent et j'essaye idéalement de sortir une recette par semaine. Voilà, quand D'accord. j'ai aussi un peu le temps, hein, ce qu'on se dit tout à l'heure, ça rejoint ce que disait Sophie, c'est que la priorité, ça reste le business, donc la création de contenu pour les clients et ensuite pour le blog. Et ça, les experts qui se sont succédés ce matin, ça c'est un truc qui revenait énormément, c'est de se fixer un objectif de régularité et de s'y tenir absolument. Et on voit que c'est une bonne pratique. Je pense qu'on est beaucoup à être conscient de cette bonne pratique. Et parfois, on est rattrapé par l'actualité et par des sujets
de pression sur d'autres sujets d'une manière ou d'une autre, ou de temps à passer, et parfois pour d'excellentes raisons d'ailleurs. Hein. Et du coup, c'est moins facile. Mais en tout cas, autant que faire se peut, garder un rythme le plus possible, parce que ça habitue aussi votre communauté finalement à ce rythme, et du coup ils savent que vous postez toutes les semaines, bon bah ils vont venir toutes les semaines. Si vous postez tous les mois, bah, ils vont pas venir toutes les semaines, ils savent qu'il n'y a rien, donc il faut les habituer finalement à faire les choses. Ouais. Toi Sophie, ça se passe comment pour toi? Est-ce que c'est comme Anne-Sophie ou... Non, moi, c'est un petit peu différent parce que dans mon domaine, donc la paye, ça va être beaucoup suivant l'actualité. Donc là, par exemple, dès qu'il y a un changement au 1er mai, il y a eu une modification au niveau du SMIC, donc forcément, il faut en parler. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau de ma planification, ça va être beaucoup en fonction de l'actualité, surtout qu'elle est très, très changeante en paye, et donc il faut se tenir informé. Et du coup, ça, c'est aussi enrichissant puisque les personnes se disent, ben voilà, ah, mais elle est au courant, elle nous transmet l'information. Donc, ça va être vraiment au niveau de cette planification-là. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de faire une publication par semaine. C'est bien. Après, si on peut en faire un peu moins, bah, au moins 2 par mois. Enfin, voilà, essayer une semaine sur 2 de publier, mais le plus régulièrement, c'est le mieux. Et voilà, avoir toujours cette régularité-là au niveau de la publication du contenu. Parce qu'il n'y a pas tout le temps, par exemple, dans mon domaine d'activité, il n'y a pas forcément tout le temps des changements, mais c'est pas grave, on va parler de notre sujet, au moins la communauté est au courant, on partage, on échange. Voilà, il faut vraiment avoir un lien constant et être toujours. Et en plus, pour ma part, j'ai des retours positifs, donc en fait, l'échange est toujours, ça fait du bien dans tous les cas quand on a des retours de notre communauté. Et Michael, toi, comment tu fais, Anne-Sophie parlait de produire 2 ou 3 recettes d'un coup, etc. Comment tu t'organises? Quelles sont tes bonnes pratiques pour t'organiser pour être efficace quand tu fais de la production de contenu? Ça, c'est une super question. En fait, je ne l'ai pas dit en intro, mais j'ai écrit un bouquin. Ça m'a pris 9 mois en fait, pour rendre la première version de mon manuscrit à l'éditeur. Et au début, j'étais dans l'excitation de l'écriture, donc j'étais tout feu, tout flamme, j'écrivais quasiment tous les jours. Et puis à un moment, on commence à en avoir marre, on commence à être fatigué, et ça se ressent également dans le style d'écriture. On se rend compte que les paragraphes qu'on a dit sont un peu plus bâclés parce qu'on est fatigué. Quand on écrit à 2 heures du matin, il y a un moment, ça fonctionne moins bien. J'ai 2 stratégies. La première, c'est peut-être, on n'a pas forcément parlé, mais le calendrier éditorial, c'est de se dire, voilà, j'ai plein d'idées en tête. Là, j'ai envie de tout écrire maintenant parce que là, j'ai plein de papillons dans le ventre. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux se prendre rendez-vous avec soi-même, se bloquer du temps, peut-être se dire, on va dire que tous les jeudis de 14h à 15h, c'est un temps creux pour mon business. Je bloque ce moment dans mon agenda, je coupe le téléphone, je coupe les mails pour ne pas être dérangé. Et là, je vais créer l'article que j'ai prévu de créer aujourd'hui. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, j'en ferai un autre. C'est important de se faire des routines sur le sujet parce que sinon, on est dans l'instantanéité et en fait, ça ne dure pas très longtemps. Et un autre point aussi, l'état d'esprit. On n'en a pas forcément parlé, mais la création de contenu, il ne faut pas voir ça comme une dépense. C'est sûr que quand on crée un contenu, il ne faut pas s'attendre à ce que ça rapporte des clients là, tout de suite, maintenant, dans la demi-heure où j'ai posté le contenu, mais plutôt se dire que ce que je rédige maintenant, ça va me rapporter des clients peut-être aujourd'hui ou demain avec un peu de chance, mais dans la semaine prochaine, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, si le contenu est vraiment intéressant, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Ok. Sophie, toi, tu parlais, je crois que tu étais d'accord sur ce sujet de régularité aussi. Oui, effectivement, être régulier, comme je disais, moi, c'est par rapport à l'actualité, mais si jamais on a du contenu qui est déjà existant, il ne faut pas hésiter à le retravailler et à le republier, parce que du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui peut voilà, faire revivre son blog et avoir du contenu qui est déjà présent, donc il y a juste à le retravailler. Et une chose importante, je sais qu'on n'a pas évoqué depuis le début, c'est quand on crée du contenu, il faut vraiment créer selon des mots-clés qui sont recherchés.
Parce que en fait, l'objectif principal, c'est qu'on soit trouvé sur les moteurs de recherche. Donc, si on écrit un article hyper bien, mais que ça intéresse personne, au final, ça sert à rien. Ce sera vraiment du temps perdu. Donc, vraiment, rédiger votre contenu en fonction des mots-clés qui sont recherchés. En fonction, voilà, ça va être du travail de référencement naturel de SEO, mais c'est une partie hyper importante. Vraiment, rédiger en fonction de ça aussi. Et voilà, être régulier et retravailler votre contenu, regardez ce que font vos concurrents et vous inspirer et faites mieux qu'eux, bien sûr, parce que voilà, pour passer devant, il faut faire mieux que le concurrent. Donc voilà, des petites astuces pour travailler du contenu. Ok. Et il y a plusieurs questions et je vois qu'il y a déjà des réponses d'ailleurs dans le chat ou des partages d'expériences sur les outils à utiliser. Est-ce que vous avez des outils ou un petit panel d'outils qui vous permettent de réussir dans votre création de contenu et à vous faire gagner du temps, ce qui est toujours le sujet du coup, on le voit. Alors moi, je pourrais parler là-dessus sur la création photo. Pour la photo, je vais utiliser pour retoucher mes photos. Moi, je le fais principalement à l'ordinateur, donc sur Lightroom ou Photoshop pour la retouche. Après, sur la vidéo, je vais retoucher avec Adobe Premiere Rush ou Premiere Pro. Et après, un super outil pour ceux qui font de la vidéo juste avec leur portable, c'est CapCut, qui est un outil hyper complet. Donc ça, je vous le recommande si vous faites des vidéos avec votre téléphone. Et après, on en parlait donc pour les moodboards. Juste, je te coupe une seconde, Oui. Anne-Sophie, mais juste après, si ça vous embête pas, parce que je sais que la question va venir dans le chat, si ça vous embête pas de copier le nom des Oui. outils que vous avez mentionnés, comme ça permettra de bien le partager avec Ouais, tout le monde. je le ferai après, Je te laisse carrément. continuer. Et après, on parlait des moodboards là sur le chat. Donc, on se disait Canva qui est très puissant pour créer des moodboards. Moi, j'utilise aussi PowerPoint. On peut utiliser Photoshop. Et après, pour tout ce qui est réseaux sociaux aussi, donc je vais utiliser Canva pour certains partages de stories. Et je vais également utiliser Planoly, donc qui me permet, moi, de mettre en forme, en gros, le look and feel de ma page Instagram. Donc, je trouve très bien cet outil. Voilà. Et pour mon site internet, j'ai WordPress et newsletter Mailchimp. Voilà. Et pour les listes, et on en parlait aussi, l'organisation de mes to-do list, j'utilise Trello et de temps en temps Notes sur l'iPhone quand j'ai vraiment un truc à noter hyper rapidement. Voilà. Et Notion aussi qui est bien. Mais je vais noter tout ça. Ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Il y a Anne-Laure qui s'est lancée déjà. Merci Anne-Laure que connais pas directement, mais qui s'est lancée à noter les choses et les idées. Du coup, merci beaucoup pour ça. Sophie ou Michael, allez, Sophie. Alors, moi, pour mon site web, c'est un site qui est réalisé avec WordPress. Du coup, sur mon site, il y a des pop-up ou des listes pour s'inscrire. Et comme ça, les personnes reçoivent un email avec mon emailing. Donc, j'utilise GetResponse. Pour la rédaction d'articles, pour les images qui doivent être mises en avant, j'utilise aussi Canva ou Pixabay, selon ce que je veux faire. La plupart du temps, en fait, j'utilise Pixabay parce que c'est des images qui sont libres de droit, qui sont gratuites. Donc, du coup, on peut faire une belle illustration. Et j'utilise Canva quand je veux faire, par exemple, des infographies ou des choses comme ça. Ou voilà, donc c'est plus pratique avec Canva. Et au niveau de ma ligne éditoriale pour savoir un peu comment m'organiser, etc., j'utilise le calendrier Google, en fait, et je me mets des rappels. Attention, tu as jusqu'à telle date pour faire tel sujet sur tel article, ou partager à tes réseaux sociaux, etc. Ou j'utilise également un agenda, en fait, papier, où je me mets voilà, mes deadlines, mes dates limites pour j'ai jusqu'à telle date pour faire ça, pour que je partage, etc. Voilà, j'ai un peu des deux. Alors ça, j'aime bien ce retour parce que moi, je partage, ça m'arrive hyper souvent d'écrire des trucs, des idées sur un bout de papier, notamment sur un carnet avec lequel je me balade pour des idées de posts, etc. Et c'est pas très numérique. FollyWeb, on est censé parler beaucoup de numérique. Et pour autant, c'est diablement efficace, notamment quand vous avez des idées à un moment où vous avez besoin de le noter. Alors certes, vous avez beaucoup votre téléphone avec vous aujourd'hui et vous pourriez le faire comme ça, mais il y a encore certaines personnes pour qui le papier, ça fonctionne aussi bien pour faire des petites notes. Donc,
n'hésitez pas aussi. Il faut vraiment vous approprier l'outil qui vous parle à vous en réalité. Et si c'est le papier, vous avez le droit, c'est pas interdit, même en 2023. C'est ce que j'allais dire aussi. En fait, j'ai toujours un tas de feuilles là à mon bureau parce que alors j'ai la souris qui est là, mais j'ai aussi mon stylo et en fait, c'est très mal écrit, c'est écrit dans tous les sens, mais quand j'ai l'idée, je la note tout de suite. Et quand je suis dehors, je ne vais pas revenir sur tous les outils qui ont déjà été cités parce que j'en utilise plusieurs. Pour compléter, moi, je dirais WhatsApp, tout simplement. Il y a une fonction que j'aime vraiment beaucoup, c'est de s'envoyer des messages à soi-même. On peut s'envoyer des photos, on peut s'envoyer du texte. Et quand on est dehors, dans le métro, en rendez-vous, et qu'on a une idée de contenu parce que c'est une tendance du moment, c'est un problème qu'on a détecté, ou juste la bonne idée, on se l'envoie soi-même à WhatsApp. Et c'est rudement efficace. Et enfin, pour la production, puisqu'on est entre indépendants, tout simplement les plateformes Fiverr comme Up, tout simplement pour faire appel aux indépendants qui parfois savent faire mieux que nous et il ne faut pas avoir peur de faire appel à ceux qui savent mieux faire que nous. Ouais, du coup, c'est vrai que je posais la question tout à l'heure en disant c'est quoi les outils que vous utilisez, mais j'aime bien ta réponse, Michael, à un moment qui est de se dire alors un indépendant, c'est pas un outil, c'est une solution, mais c'est une solution qui est diablement bonne parfois en se disant en fait sur ce sujet-là, moi j'aurais beau utiliser des outils, ça va pas être, j'apporterai pas la valeur que je dois apporter ou c'est pas là que je dois mettre mon énergie. Et finalement, de le déléguer à quelqu'un qui sait faire, ça peut me faire gagner énormément de temps. C'était intéressant. Il y avait là-dessus, il y avait un retour que j'ai trouvé hyper intéressant de Valentin sur la première session ce matin qui faisait une comparaison avec un restaurant et qui disait ce qui est chouette avec les indépendants, c'est qu'ils sont spécialisés dans un sujet a priori, en tout cas que c'est votre intérêt d'être spécialisé sur un sujet. Et c'est un peu comme si vous allez à un restaurant, vous voulez des sushis, vous avez le choix à un restaurant de sushis, le restaurant de sushis, fait des sushis, vous allez avoir confiance, etc. Si vous avez un restaurant qui vous dit je fais des sushis, des pizzas, des raclettes et des côtes de bœuf, vous allez être moins serein pour vos sushis, bizarrement. Et c'est un peu la même chose. Je trouvais que la comparaison était assez bien trouvée. Donc, copyright Valentin d'écrire ce matin, mais j'étais 100% d'accord avec son constat. Ouais. Canon. Et juste, Sébastien, j'en profite pour répondre tout de suite à Stéphanie et Elisabeth. On va faire une réponse pour les deux. Le SEO, donc c'est le Search Engine Optimization, qui veut dire en français le référencement naturel. Donc, c'est votre capacité à être bien référencé dans les moteurs de recherche. Et Stéphanie nous posait la question, un outil pour voir les mots-clés les plus recherchés. Personnellement, j'utilise beaucoup Answers the Public. Je trouve que c'est très visuel. Et donc, Answers the Public, je l'ai mis dans le chat tout à l'heure déjà. Et ça vous permet de savoir, si je tape par exemple tulipe, on va m'expliquer comment à quel moment de l'année planter les tulipes, comment les récolter, comment faire un beau bouquet, comment les associer, quelles couleurs, d'où elles viennent. Je vais avoir tout un tas de questions qui vont venir. Voilà, ça m'aide beaucoup. Ça marche. Et ça me fait dire tous ces outils et tous ces bons plans qu'il faut absolument que pour le prochain feu de camp ou la prochaine session, on puisse vous fournir une liste pas dans un chat comme ça, mais mieux documentée. C'est un axe d'amélioration pour nous, pour le prochain feu de camp, pour être capable de vous donner une liste d'outils en fonction des besoins pour être bien utile. Voilà. Note pour moi-même pour la prochaine. Donc on crée du contenu, c'est super. On voit que parfois il faut se motiver pour le faire dans la continuité. Comment on fait et peut-être Anne-Sophie, si je pense que tu nous entends, moi je vois plus ta vidéo, mais comment on fait pour piloter l'impact des actions de création de contenu ?
Alors, ça va dépendre du coup de la plateforme. Sur le Ouais. blog, moi, je regarde le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues et le temps qui reste sur le site. Puis d'un mois à l'autre, j'arrive à voir l'évolution. Et c'est sûr, quand il y a plus de contenu, quand il y a des recettes qui plaisent plus, ben, il y a plus de monde qui viennent. Et après, sur Instagram, je regarde pas mal les statistiques. Donc, c'est des outils, c'est vraiment assez facile à comprendre. Avant, il fallait aller dans des outils hyper compliqués. Maintenant, ça se fait très facilement. Moi, j'ai un profil aussi sur Instagram qui est un profil pro, donc qui me donne Ok. accès justement à toutes ces statistiques. Donc ça, c'est important aussi de se basculer un peu en profil pro. Et je vois en fait le nombre de vues, le nombre d'engagements, de likes sur mes vidéos et sur mes photos. Alors après, en revanche, parfois, c'est difficile de savoir pourquoi, parce que derrière, il y a un algorithme qu'on connaît, qui est assez difficile à comprendre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, je regarde moi les statistiques de manière assez régulière sur ces deux plateformes principalement, Instagram et sur WordPress pour mon site. Ok. Sur un site internet, Sophie, tu utilises quoi et qu'est-ce qu'on peut. Enfin, comment tu le fais surtout? Oui, moi, en fait, sur mon site, j'utilise Google Analytics, tout simplement, pour pouvoir justement voir les pages les plus vues, qui vient voir mes pages. Enfin, Google Analytics, c'est très, très complet. Après, on peut faire vraiment des belles analyses sur notre audience. Et justement, on va voir déjà qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils aiment, quelles pages sont consultées, combien de temps ils restent sur la page. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est très, très riche en informations. Et du coup, ça va aussi nous permettre de savoir un petit peu ce qui plaît parce que, comme je disais tout à l'heure, le mot-clé, c'est super intéressant, mais aussi, voilà, quel plutôt sujet elle va intéresser. Ils vont rester plus longtemps sur ces pages-là, donc à créer du contenu dans ce domaine-là. Parce qu'on peut créer un contenu, puis après le démultiplier et avoir d'autres contenus parallèles qui vont parler d'un des sujets de notre page de départ, en fait. Donc, voilà un petit peu comment on peut travailler. Ok, très clair. Et ce qu'on se disait aussi en préparation, Mickaël, c'est que un des points qui était super cool avec le numérique, c'est qu'il y avait plein de façons d'avoir plein de statistiques, mais en même temps, c'est un peu un piège aussi, non? Ouais, ouais, en effet, on parle de Google Analytics. Il y a d'autres solutions. Je vois Ouais, qu'il y a une question dans le chat justement sur de Google Laurence, ouais, tout à fait. Analytics et la CNIL. Euh, En fait, mon conseil, c'est vraiment de se dire, je repère l'indicateur clé, vraiment peut-être prendre 2 ou 3 indicateurs et s'arrêter à ça. Parce que je vais avoir des outils qui vont aller très très loin dans l'analyse. Je vais avoir des stats et des stats, mais je ne vais pas avoir le temps humain pour exploiter tout ça. Et peut-être même que la plupart des stats ne sont pas utiles à mon business. Donc, identifions peut-être 2 ou 3 stats clés et on reste concentré uniquement sur celle-ci. Ok, moi je m'y retrouve plutôt bien dans ce conseil, clairement. Ouais. Ouais. Est-ce que pour finir, avant de passer à des questions, il y en a notamment deux sur lesquelles j'aimerais bien qu'on prenne le temps de revenir. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager une dernière bonne pratique dont on ne s'est pas parlé là, de préférence, tant qu'à faire? Euh, Peut-être Anne-Sophie, si tu veux commencer. Ouais. Donc c'est vrai que ce contenu qu'on crée, il a pour vocation d'être vu par le plus grand nombre. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive, certains vont moins décoller ou qui vont avoir une visibilité un peu plus faible. Et en fait, moi, tout simplement, je mets un peu de budget derrière ces posts. Donc, c'est-à-dire sur Instagram ou sur Facebook. Je le fais surtout sur Instagram. On peut le faire aussi sur LinkedIn. Et en fait, derrière, je vais donc booster ou sponsoriser mon poste. Donc, je mets un petit budget. En général, je mets une cinquantaine d'euros et je vais cibler une cible en fait de prospects en fait. Donc, je vais mettre par exemple moi des agences marketing ou des personnes qui sont intéressées par le marketing, la communication, qui sont D'accord. susceptibles d'être les personnes qui me contacteront ensuite. Et voilà, du coup, ce poste il va se diffuser auprès de ces personnes. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, je suis contactée par au moins une agence me demande du contenu en fait. Donc voilà, le contenu c'est bien et de temps en temps, en fait, c'est un petit investissement derrière, un petit investissement budgétaire, donc sponsoriser les posts. Je trouve ça hyper efficace.
Et de manière, enfin, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est de manière hyper ciblée, quoi. Du coup, de Hyper cibler ciblé, ouais. spécifiquement des agences parce que c'est ta cible et du coup, tu as de Cible bien pour un regarder budget pour arriver qui à les toucher. reste, ouais, exactement, un budget qui est vraiment pas énorme, 40, 50. Et après, on peut le faire sur LinkedIn, c'est encore plus. Parce que là, sur LinkedIn, c'est vraiment une cible sans B2B. En revanche, ça coûte un peu plus cher de sponsoriser sur LinkedIn. Donc, Ouais. voilà. Mais on est sur la bonne plateforme pour trouver des clients B2B. Ok, très clair. Même chose, Sophie, est-ce que tu as une bonne pratique? Oui, alors moi, c'est vraiment, ça va être ciblé sur le test. Il faut tester, en fait, il faut essayer. Moi, par exemple, comme j'ai dit, je vends je suis formatrice et en fait, je vends des formations par mon emailing. Et pour utiliser mon emailing, j'utilise GetResponse. Et avec GetResponse, on peut faire des tests, par exemple, sur le sujet. On peut faire des tests sur le contenu. Donc, on teste une page ou l'autre, plus ou moins. Si elle est, en fait, on parle de test AB. Le test AB, c'est on va partager à une portion de notre audience, de nos abonnés sur notre newsletter, de nos contacts. Une portion va ouvrir ce mail-là et une autre portion va ouvrir. Et selon les résultats, en fait, ce qui a mieux marché, en fait, il peut être envoyé à l'ensemble de la liste. Enfin, voilà, vraiment, il faut tester aussi au niveau des pages de vente. Enfin, voilà, moi, je me fais aider pour ça aussi. Comme on parlait tout à l'heure de freelance, c'est pas moi qui fais la partie marketing, communication. Non, moi je suis formatrice, je m'occupe pas de ça. Mais du coup, en se faisant aider, c'est pas forcément un investissement puisque ça va être extrêmement rentable puisque du coup, grâce à ça, on va pouvoir gagner vraiment, avoir plus de rentabilité du niveau de notre business. Donc, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner dans ces choses-là qu'on ne sait pas faire. Comme on l'a très bien dit tout à l'heure, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout faire et il faut vraiment faire appel aux bonnes personnes. Et voilà, moi j'ai eu la chance de trouver la bonne personne pour m'aider à faire ça et ça fonctionne bien. Et donc ça fera partie des bonnes choses, des bons tips à connaître. Et voilà, se faire aider, tester, c'est des choses qu'il faut faire. Ok. Michael, pour finir? En fait, on a beaucoup parlé du contenu en lui-même, moins de la conversion. Et d'ailleurs, on a une question d'Angèle sur le chat qui est créer du contenu, c'est facile, mais quelles sont les clés pour convertir la clientèle? Et en fait, créer du contenu, encore une fois, je pense que c'est un super moyen pour attirer du monde à soi, pour amener du monde sur son site web, notamment, quand on a un blog ou les réseaux sociaux. Mais une fois qu'il est chez moi, que j'ai un visiteur sur ma page web, je dois le convertir. Et c'est le job du site web. Là, il y a plein d'outils. Encore une fois, il y a une stratégie à écrire en amont peut-être de la rédaction. C'est de se dire qu'est-ce que je propose à mon lecteur pour le transformer en client. Ça peut être tout simplement un bouton d'appel à l'action, achète mon produit, commande, réserve une table. Ça peut être demande un devis. Mais ça peut être, on peut imaginer d'autres stratégies telles que proposer un document en échange de l'adresse mail, par exemple un livre blanc. Ça peut être un fichier PDF avec une liste d'outils géniaux pour réussir avec le web. Le champ de possibles est vraiment très, très vaste. Et je pense que la réflexion autour de l'action, du bouton d'appel à l'action qu'on met sur son site internet est peut-être parfois encore plus importante que le contenu lui-même, dans le sens où un bon bouton d'appel à l'action peut lui-même attirer parfois plus de monde. J'ai vu certains sites internet proposer même des livres entre guillemets gratuits. C'est-à-dire que je vais télécharger le livre et puis à partir du moment où j'ai donné mon adresse mail, eh bien, celui qui est derrière le site va m'envoyer régulièrement des newsletters, faire des emailing pour me convertir en client. Donc ça, c'est un vrai travail. Donc, travaillez bien la qualité du bouton d'appel à l'action. Ok, désolé, mon micro a été coupé une seconde, mais me revoilà. Merci pour ces trois bonnes pratiques. Je vous propose il nous reste encore quelques petites minutes avant de passer la main. Je vous propose de répondre à une question qui a été, deux questions notamment qui ont été
beaucoup posées. La première, pour la création de contenu sur LinkedIn, je vais la faire afficher. Pour la création de contenu sur LinkedIn, est-ce qu'il faut parfois faire le ménage dans les contacts ayant des gens qui ne font pas partie de ma cible? J'ai peur de diluer la portée. C'est une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Moi, je peux apporter un premier élément de réponse là-dessus. C'est en tout cas un conseil que beaucoup d'experts LinkedIn donnent, en fait, de nettoyer son LinkedIn et d'aider les algos à savoir ce qui doit être poussé en particulier et d'essayer d'avoir non pas un maximum de contacts LinkedIn, mais les bons globalement. Donc après, comme bien souvent dans ces cas-là, il y a plusieurs écoles parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent plus mon réseau est grand, plus j'aurai des chances de pouvoir à un moment donné toucher un niveau 2 avec d'autres personnes. Donc comme souvent, c'est pas blanc ou noir, mais il y a des intermédiaires. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais en tout cas, il y a deux courants sur le sujet globalement. Ouais, je suis assez d'accord. Je dirais que c'est un peu la même chose que sur sa liste email. C'est pareil, ça ne sert à rien de garder des milliers de contacts si c'est des personnes qui n'ouvrent jamais vos emails. Nettoyez vos listes email et au moins votre contenu, déjà, ça évite de passer dans les spams. Et voilà, c'est un peu le même principe aussi pour la vente par emailing. Oui, carrément. Il y avait du coup cette question, est-ce que vous avez des points à rajouter sur ce sujet de la définition de la frontière entre la création de contenu à valeur ajoutée qui est gratuite et le fait de délivrer du conseil payant? C'est vrai qu'on est quand même beaucoup revenu dessus. Est-ce que vous avez d'autres points dont on ne s'est pas parlé là? Après, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'apporter de la valeur. Vraiment, c'est échanger, en fait, c'est pas grave en fait de passer du temps à échanger avec les personnes parce que même si cette personne-là n'achète pas ou n'est pas intéressée maintenant, elle pensera à vous dans peut-être quelques semaines en se disant mais c'est vrai elle m'a bien aidé, elle m'a apporté des éléments. Donc du coup en fait c'est jamais finalement pour rien. Et puis dans tous les cas ça fait du bien d'échanger, d'échanger avec les personnes. Faut pas non plus se dire non c'est que du business. Non le web c'est justement déjà qu'on est à distance, que c'est tout numérisé. Si en plus on n'apporte pas un petit peu de bienveillance, c'est assez compliqué. Il faut vraiment, je pense que voilà, même si on apporte du gratuit, c'est jamais pour rien. Et puis dans tous les cas, ça fera une bonne idée de vous pour la personne. Ouais. Deux éléments pour compléter ce que tu viens de dire, Sophie. Quand tu es auteur, tu acquiers l'autorité. Et ça, c'est aussi pour retirer ce frein de syndrome de l'imposteur. Aller chercher l'autorité auprès tout simplement de votre communauté. Et puis le deuxième, quand vous allez à la boulangerie, parfois il y a un petit panier de chouquettes, vous savez, sur le comptoir, pour vous encourager à goûter le produit. Eh bien, le contenu, ça peut être une façon de faire goûter aussi votre produit à vos prospects. Belle image. 100% d'accord, oui. Carrément. Pour finir, je vais vous partager deux ou trois petits liens. Le premier, c'est un questionnaire de satisfaction, parce qu'on arrive au terme de cette session. Le premier, c'est un questionnaire de satisfaction hyper important pour nous, et puis ça vous permet aussi de pouvoir accéder à quelques contenus gratuits. Le deuxième, c'est que on a demandé à tous nos intervenants, y compris du coup les trois qui sont devant vous aujourd'hui, de nous donner des bonnes pratiques ou même des bons plans, voire des réductions pour certains. Et donc on a mis tout ça juste ici dans le lien que je vais vous donner. Et le troisième, et après j'arrête avec mes liens additionnels, ça va être un post que je vais vous envoyer d'ici une petite seconde. Hop, je vous demande une petite seconde. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin en attendant Anne-Sophie, Sophie, Mickaël? Je vous laisse le mot de la fin, c'est bien normal. Et puis moi, je vais vous partager un post LinkedIn et à vous de massivement commenter, liker, dire ce que vous avez retenu, poser des questions aussi. C'est promis, on répondra à toutes les questions posées dans le post LinkedIn que je vais vous partager. Alors moi, mon petit mot de la fin, ça serait allez voir ce petit bonus qu'on vous a préparé, notamment pour moi. Je vous avoue que c'est vraiment une hyper bonne opportunité. Allez voir ce que je vous ai préparé. Ça vaut le coup. Non, mais sans rigoler, franchement, c'est
c'est mon bonus, vous le découvrirez, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter très gros. Et ça vaut le coup d'aller échanger avec d'autres personnes, se faire aider, accompagner, juste pour échanger. Voilà, n'hésitez pas. Donc, mon petit bonus, allez le voir. Et n'hésitez pas aussi à regarder les replays avec les folies web, etc. C'est vraiment de la valeur qui est gratuite. Et chaque fois, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place. Vous pouvez tout de suite, là, derrière, vous éteignez l'ordinateur, enfin, après 16 heures, hein, par contre, mais vous pouvez éteindre l'ordinateur et mettre en pratique, enfin, voilà, tout ce qu'on vous délivre avec les folies web, c'est vraiment du contenu voilà, qui est possible ça marche, en fait, ça marche vraiment. De gagner sa vie sur le web, ça marche. Je vous assure, ça fonctionne. Ouais, juste pour terminer là-dessus, je suis d'accord, ça créer du contenu, ce qu'on a dit, ça prend quand même du temps, ça demande un peu d'énergie, mais derrière, ça finit toujours par payer. Donc voilà, croire en soi. Super. Eh ben, ça va être le mot de la fin, croire en soi. Et je vais maintenant vous conseiller de foncer sur le webinaire d'après. Vous avez reçu par mail le lien vers ce webinaire animé par Guillaume et avec 3 super intervenantes. Et du coup, je vous propose de foncer vers ce webinaire. Pour ma part, vous le voyez, j'ai laissé ma place à Guillaume qui l'anime. Donc, allez-y. Et puis, bonne fin de journée à tous. Et merci 1000 fois, Anne-Sophie, Sophie et Mickaël. Salut à tous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Bye bye.